Dans moins de 3 mois, on vote. Faut-il s'inquiéter d'une poussée des extrêmes? Les partis radicaux ont le vent en poupe chez nous et ailleurs dans le monde. Est-ce le signe d'un basculement? Et puis d'ailleurs, être extrême, est-ce forcément être populiste ou dangereux? Les partis traditionnels jouent-ils à armes égales avec ses concurrents pas tout à fait comme les autres? Ne seraient-ils pas tous un peu extrêmes par certains aspects de nos partis politiques? On donne la parole à 3 spécialistes. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille donc Émilie Vanaude, bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'ULB. Benjamin Biard, bonjour, vous êtes vous aussi politologue, vous travaillez pour le CRISP et vous êtes chargé de cours à l'UC Louvain. Et puis on va aussi analyser la communication de ces partis. Jean-Vianney Philippe, bonjour, vous êtes un expert en communication, vous connaissez la communication dans le secteur privé, mais aussi dans les partis politiques, puisque vous avez dirigé celle d'un parti, en l'occurrence le mouvement réformateur. On s'inquiète parce que y a le Portugal, il y a des percées un peu partout. En Italie, il y a eu même victoire aux Pays-Bas également. Émilie Vanaude, sans faire un cours entier de sciences politiques, comment est-ce qu'on détermine qu'un parti politique est extrémiste? Est-ce qu'elle existe, cette définition? Et à partir de quel moment on va juger que c'est pas simplement une forme de radicalité tout à fait acceptable? Oui, donc l'extrémisme, ça peut se définir par la position qu'a prend un parti politique sur un axe, par exemple, un axe gauche-droite, et c'est se situer aux extrêmes. C'est assez simple, donc extrême gauche ou droite. Et puis, il y a la question aussi de la radicalité, mais la radicalité, en fait, finalement, ça peut être simplement d'être radicalement attaché à son programme, et donc on peut être radicalement au centre, comme un slogan du CDH à l'époque. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment distinguer ces deux terminologies et davantage parler des extrêmes. Alors, et est-ce qu'on a déterminé le stade de l'infréquentabilité? Chez nous, on en parle souvent, notamment à propos de l'extrême droite, pas à propos de l'extrême gauche. Alors, les extrêmes, c'est aussi extrême non seulement en position, mais aussi sur les enjeux sur lesquels on se positionne, et notamment être sur un enjeu anti et de défendre un programme anti-démocratique, et ça c'est plutôt la question de l'extrême droite versus l'extrême gauche, plutôt anti-capitaliste. Donc tous les deux anti-système, mais un système différent. Benjamin Biard, on dit que les extrêmes ont le vent en poupe. C'est une impression qu'on a, nous les journalistes, parce qu'on regarde tous les sondages, ou bien c'est confirmé quand on regarde l'évolution du vote chez nous et puis les dernières élections dans d'autres pays, pas toujours éloignés, on citait les Pays-Bas. Non, ce n'est pas qu'une impression, évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'extrême droite, finalement, on peut remonter à la Révolution française pour en trouver les origines. On a eu déjà des développements assez intéressants à observer aux États-Unis, en France aussi au 19e siècle, au 20e siècle, bien sûr avec des régimes institutionnalisés aussi dès les années 20. Mais on a un nouvel essor, je dirais, de l'extrême droite aujourd'hui, avec une extrême droite, si on parle en tout cas de l'extrême droite, qui tend à gagner en légitimité, qui gagne en légitimité notamment comme résultat de stratégies engagées visant à se dédiaboliser, à gagner en respectabilité, de manière à se rapprocher du pouvoir. Se rapprocher du pouvoir soit en l'exerçant soi-même, en atteignant certains postes ministériels par exemple, ou alors en soutenant depuis l'opposition des gouvernements minoritaires. Et on en a eu toute une série d'exemples ces dernières années. Qu'on peut comprendre vu d'ici. Par exemple, suite aux élections du 11 septembre 2022 en Suède. En Suède, un parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, qui historiquement sont clairement néo-nazis. Quand je dis historiquement, c'est pas il y a 50 ans, c'était dans les années 80 et au début des années 90, qui, pour la première fois de son histoire, soutient, depuis l'automne 2022, un gouvernement minoritaire en Suède. Il y a eu bien d'autres exemples, entre 2010 et 2012 aux Pays-Bas, au Danemark pendant l'essentiel en réalité des années 2000 et 2010 également, et dans bien d'autres pays encore, notamment en Europe centrale. Jean-Vianney Philippe, il a utilisé le mot, Monsieur Biard, c'est la dédiabolisation. C'est essentiel ça dans la communication, dans le positionnement d'un parti politique de se montrer fréquentable, ou au contraire, pour des partis qui misent sur la carte de la radicalité, montrer qu'on n'est pas comme les autres, c'est essentiel aussi. Alors là, je pense que ça va dépendre du contexte dans lequel se trouve le parti extrémiste et dans quel pays il se trouve. En France, on voit évidemment qu'avec le FN, ça a été une vraie construction dans cette direction, aussi parce qu'il y avait un espèce de cordon sanitaire médiatique autour des partis extrémistes. Ils n'avaient pas vraiment le droit à la parole, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup développés de manière alternative sur des réseaux alternatifs avec le digital bien sûr et les réseaux sociaux, et ça leur a permis d'avoir un contact direct avec les citoyens que parfois on ne leur offrait pas dans cette situation. En Belgique, je pense que c'est un petit peu différent,
Et ici, je pense qu'ils utilisent, en tout cas, dans leur message, il y a une certaine simplification du message, il n'y a pas beaucoup de nuances. Et dans cette manière d'approcher la communication, ils ont clairement un avantage et ça leur permet, avec un message radical, justement, de pouvoir capitaliser sur la colère potentielle des citoyens envers les partis traditionnels. Vous, comme communicant, quand vous analysez la communication des partis extrémistes ou radicaux, on va citer le PTB, le Vlaams Belang, vous la qualifiez comment cette communication sur les réseaux sociaux? Parce qu'apparemment, ça passe beaucoup par là. On dit, ils sont très actifs, mais encore. En fait, elle se passe de différentes manières. D'abord, il y a beaucoup de points communs entre le Vlaams Belang et le PTB. Comme vous l'avez dit au début, en fait, ils partent de la stratégie de l'ennemi commun. En communication, c'est très pratique parce qu'en fait, on se focus pour le PTB sur les riches, le capitalisme, sur éventuellement les multinationales. Du côté du Vlaams Belang, on peut aller sur les étrangers, les migrants. Et ce premier aspect, en fait, leur permet en fait, d'avoir un espèce de socle qui leur permet une communication qui est assez efficace. Un autre aspect qu'ils ont en commun, ça va être le côté que ce n'est pas des partis de gouvernement. Donc en termes de communication, ils ne doivent pas défendre de bilan. Donc en fait, ils viennent toujours avec des propositions qui sont plutôt des slogans que des vraies propositions de fond. Et ils poussent ces slogans de manière assez simpliste. Et les deux font un petit peu cela de la même manière, à travers les réseaux sociaux qui maîtrisent très bien. Et ça se passe, on peut voir Tom Van Kriek, on vous utilisez, c'est un exemple dont on parlait avant, qui utilise très bien Instagram, qui est un des hommes politiques en Belgique qui a le plus de followers sur Instagram. Donc ça, c'est un autre exemple. Ils peuvent utiliser aussi des messageries alternatives comme Telegram ou comme WhatsApp. J'ai un exemple en tête quand justement Tom Van Kriek avait réuni un certain nombre d'automobilistes qui étaient venus au Ezel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années. On était surpris en fait du monde qu'il y avait eu, parce que sur Facebook, on n'avait pas réussi à recouper le nombre de chiffres, le chiffre d'attending de gens qui allaient à soutenir le mouvement sur Facebook était différent de ceux de la réalité, parce qu'ils avaient utilisé des messageries en fait cryptées, confidentielles pour rallier les troupes. Alors, question à nos deux politologues. Monsieur Philippe a exposé l'ennemi, ce serait le riche d'un côté, l'étranger de l'autre. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on voit apparaître beaucoup de critiques sur les écologistes. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est devenu une cible des partis dits extrémistes? On a vu le PTB très opposé à Good Move dans les communes, les autres qui se font traiter d'escrolos, c'est aussi un propos qui revient. Est-ce que voilà, là, il y a aussi une nouvelle cible pour les partis qui se présentent comme radicaux? Ce n'est peut-être pas la première cible. Les boucs émissaires sont assez nombreux. Historiquement, c'était les communistes, par exemple. On a évidemment le système dans son ensemble et les partis qui incarnent ce système, les partis de gouvernement, même si de plus en plus, on voit que l'extrême droite fait elle-même parfois partie des gouvernements qu'elle entend dénoncer de la même manière. Ce sont aussi les étrangers. Si on est en Flandre, c'est aussi le Wallon, par exemple, mais aussi certains partis politiques bien ciblés. Et on retrouve de plus en plus les écologistes. Vous avez cité l'expression d'escrolos. Alors, elle n'est pas propre à l'extrême droite, mais on la retrouve régulièrement dans leur discours, ou le refus de vivre, je cite, au wokistan, par exemple, signifiant qu'on a des formations politiques, notamment écologistes, dites wokistes, qui voudraient faire imposer, en tout cas, un nouveau mode de vie dans la société. Et on peut dire que ça rassemble l'extrême droite et l'extrême gauche, cet anti-écologisme? Non, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux et qu'il y a un enjeu crucial qui cristallise une polarisation, c'est l'enjeu culturel et donc du style de vie aussi. Et là, ça tend à davantage opposer extrême droite et vert. Et donc, quand on regarde notamment la communication sur les réseaux sociaux, on voit que les attaques et les attaqués, c'est en Flandre essentiellement entre le Vlaams Belang et Groen. Donc, il y a vraiment quelque chose là sur des enjeux spécifiques, alors que vis-à-vis de l'extrême gauche, on est plus sur des oppositions plus classiques, vis-à-vis notamment sur des questions socio-économiques, et donc vis-à-vis soit des opposants libéraux ou socialistes sur ces questions-là. Jean-Vianney Philippe, est-ce qu'on peut répondre quand on est la cible d'attaque, parfois en dessous de la ceinture de la part de partis extrémistes? Est-ce qu'il y a moyen de leur répondre, ou on n'a pas d'autre choix que de faire le gros dos, notamment sur les réseaux sociaux, ou par d'autres moyens? Est-ce que ça sert, les campagnes d'affichage de défense des partis traditionnels, pour récupérer cet électorat qui sinon se tourne vers des partis extrémistes? C'est pas évident, mais en tout cas, moi, de mon point de vue personnel sur cette question, c'est vraiment de les intégrer au débat. Le fait de les laisser en fait mûrir leurs idées dans des vases clos, ça peut créer encore plus de problèmes. Donc pour moi, il faut les confronter et il faut essayer de pouvoir déconstruire leurs idées pour
expliquer aux citoyens et au public qu'elles ne sont pas valables dans certaines situations. Sur ce cordon sanitaire, Émilie Van Hout ? Oui, non, moi je voulais attirer aussi l'attention sur le fait qu'on parle beaucoup de communication et de communication en ligne en particulier, mais qu'il est clair que ce sont des partis qui se connectent aux citoyens de cette manière-là, mais aussi très fort sur le terrain, et que les deux sont pensés ensemble. On ne va pas attraper un poisson et puis le relâcher dans la mer. Par exemple, le PTB est très présent dans les manifestations, on le voit. Sur le terrain, dans les maisons médicales, ils font du porte-à-porte, et le Vlaams Belang a toute une série aussi de relais sur le terrain, et donc je pense que ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux que les partis traditionnels perdent la guerre, c'est aussi et surtout sur le terrain, donc deux manières de se connecter avec les citoyens, et c'est peut-être là que la différence se fait. C'est vrai que le digital a joué un rôle amplificateur et souvent amplifie les messages, mais en fait, en communication, il faut toujours avoir un mix de différents points de contact. Et donc, typiquement, il y a la presse traditionnelle, il va y avoir le digital avec les réseaux sociaux, les campagnes qu'on peut y faire, et puis évidemment, tout ce qui est physique. Donc, ça veut dire les manifestations, les conférences qu'on peut organiser, être présent au bon endroit, au bon moment pour faire valoir ses idées. Benjamin Billard, vous qui travaillez beaucoup sur l'extrême droite, son électorat, il est fidèle parce qu'il y a une montée, une croissance qui paraît constante, mais il y a aussi eu un jeu de montagne russe. Le Vlaams Belang a perdu à certaines élections. Alors quoi, c'est un électorat fidèle, cet électorat radical, entre guillemets, ou bien ça peut être des gens qui picorent et qui pourraient très bien voter plus au centre, entre guillemets? Ça dépend de quel contexte on parle, de quel pays on parle et surtout de quel électorat on parle. Si c'est en Belgique, on peut voir que globalement, au-delà de la Belgique, on a un phénomène de volatilité électorale, c'est-à-dire le fait d'émettre une préférence électorale distincte d'un scrutin à l'autre, ou même d'un niveau de pouvoir à l'autre lors d'un scrutin multiple, qui s'amplifie. Par contre, typiquement, après les élections communales de 2006 et jusqu'aux élections communales de 2018, on a vu le Vlaams Belang en Belgique qui s'effondrait littéralement. En 2014, 3 sièges seulement à la Chambre des représentants étaient occupés par des élus du Vlaams Belang. Donc on voit qu'il y a eu un effondrement littéral, et ces voix ont été effectivement vers d'autres formations de droite radicale, par exemple la Leys de Dekker tirée par Jean-Marie de Dekker, ou la formation de droite nationaliste NVA de Bart de Wever principalement. Et donc on a vu qu'il y avait effectivement des transferts de voix tout à fait possibles. Aujourd'hui, le Vlaams Belang semble tirer à lui à nouveau la couverture et récupérer une part de ses voix, pas seulement celles qu'il a perdues au profit de formations de droite, mais peut-être aussi au profit d'autres formations politiques, typiquement de gauche. Et je crois que ce n'est pas anodin. Si Voreut, par exemple, en Flandre, tente, je pense principalement au Voreut, mais tente parfois de repositionner son discours sur les questions migratoires. Il y a notamment un an, soit à travers des axes de réflexion concrets menés par le parti, ou par des discours tenus par le président, je pense surtout à Conor Rousseau, de la formation politique, qui parfois tentait d'émettre un signal auprès d'un électeur tenté de rejoindre le Vlaams Belang. Ça a fini par lui coûter cher, d'ailleurs. Ça lui coûtait cher, même si c'était sans doute un élément un petit peu différent et dans un contexte différent pour le coup. On a l'impression que tout leur réussit. Voyez Dries Van Langenhove, il est condamné, 1 an de prison ferme, pam, il est soutenu par Elon Musk. Et donc ça lui fait du clic, de la visibilité, ça lui permet de retweeter, de se mettre en situation de victime. C'est vrai, ça, il y a un moment où quelque chose, finalement, dépasse la réalité, la norme, le bon sens, entre guillemets? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais donc c'est vrai qu'il y a la dimension protestataire sur laquelle peut capitaliser le Vlaams Belang comme le PTB du côté francophone, parce que on est dans une configuration où finalement il y a peu de partis d'opposition. Je vois Jean-Vianney Philippe qui opine du bonnet. La position de victime, ça marche toujours, ça vous dites? Non, certainement, mais moi je pense à d'autres éléments. Après, on laisse Émilie Van Hout terminer, parce que je l'ai suivi. Allez-y, donc sur votre raison. Il y a cette dimension protestataire que le Vlaams Belang avait un peu perdue, puisqu'il y avait des alternatives qui ont pu s'offrir aux électeurs, mais qui est revenue avec la participation de la NVA au gouvernement fédéral. La NVA a perdu ce côté, cette dimension protestataire, et par ailleurs, et ça c'est aussi un élément important, c'est comment est-ce que les partis traitent les enjeux, et notamment les enjeux que détiennent le Vlaams Belang, en particulier l'enjeu migratoire. La NVA a énormément contribué à remettre l'enjeu migratoire au centre du débat public en Flandre. Mais ça ne profite pas finalement, elle est loin derrière le Vlaams Belang dans les sondages aujourd'hui. Et faire le perroquet, tout le monde préfère l'original à la copie. Donc on a vraiment là, je pense, un élément de stratégie de la part des partis davantage situés au centre qu'aux extrêmes, de traiter de leurs enjeux, des enjeux qu'ils détiennent, plutôt que d'essayer
d'imiter à la fois le style et le contenu des On l'a vu partis d'ailleurs extrémistes. avec l'attaque de Marrakech, quand ils avaient fait une campagne de communication. La NVA, en fait, le Vlaams Belang a repris exactement les mêmes affiches et s'est approprié la campagne de communication de la NVA. Donc on peut voir que c'est tout à fait juste. Mais juste pour rajouter par rapport au fait que les extrêmes s'en sortent bien, je pense qu'aujourd'hui, si on pense le monde en termes de communication, on est passé dans un monde passé qui ressemblait plutôt à un zoo, où les choses étaient bien codifiées, les choses étaient en place, à aujourd'hui, quelque chose qui ressemble plus à une jungle. Et si on prend un animal qui vit en captivité et on le met dans la jungle, il survit pas très longtemps. Et en fait, les partis extrêmes ont les schémas et ont très bien adopté les schémas de la communication moderne et arrivent à naviguer cette jungle de manière très habile. Et donc ça leur sert beaucoup aussi, je pense, en termes de communication en tout cas. Je voudrais quand même revenir sur cette différence entre le bon et le mauvais radical. Hein. Désolé, je dis un peu comme les inconnus dans leur sketch sur les chasseurs, mais voilà. Quelle est la différence entre, je sais pas moi, un parti qui veut, ou une organisation comme en Allemagne, qui vient de faire une attaque sur une usine Tesla et qui fait perdre des centaines de millions d'euros à l'entreprise, d'autres qui vont simplement bloquer le tram pendant quelques heures, mais il y a peut-être des gens qui sont dedans et qui ont envie de rentrer chez eux et qui ont des besoins. À partir de quel moment on estime qu'une forme de radicalisme est néfaste pour la société? Est-ce que ça a déjà été déterminé de manière un peu objective? Il y a une zone grise, en tout cas au sein de laquelle on peut se retrouver, par rapport à laquelle on peut se questionner, se dire mais est-ce qu'on est au-delà ou en deçà de la ligne rouge d'une certaine manière à ne pas franchir? Classiquement, en tout cas si on revient sur l'extrême droite en soi, c'est le rapport à la démocratie. Ce n'est pas qu'une droite plus à droite qu'une autre, mais Émilie le disait très bien tout à l'heure, c'est aussi une droite qui se met au-delà du principe démocratique, soit parce qu'elle remet en cause le fondement même de la démocratie en remettant en cause le régime démocratique en soi, ou alors, et c'est ce qu'on voit de plus en plus émerger en Europe aujourd'hui, une extrême droite qui remet en cause pas tant le régime, mais les principes, les valeurs qui caractérisent nos démocraties libérales. Par exemple, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance des médias aussi. On voit très bien qu'en Hongrie, en Pologne aussi, ces indépendances sont quand même mises à mal à travers des régimes où l'extrême droite a une place toute particulière. Ça peut être aussi des droits accordés à des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles, par exemple. On a remarqué ce type d'attaque contre les fondements de la démocratie chez nous en Belgique, Émilie Van Oud. Vous venez de parler de la condamnation de Dries Van Langenhoop. Donc oui, très clairement, il y a cet élément par rapport au système et à un régime démocratique et par rapport à tout ce que ça implique en termes de liberté et droits individuels. Et là, on est vers des partis qui ne considèrent pas l'ensemble des citoyens comme étant égaux et éligibles au même type de droits. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle en France, et la stupeur, il y a des manifestations. En Allemagne, il y a un mois, il y a eu des manifestations contre la montée de l'AfD. Chez nous, il y a eu des victoires importantes, notamment du Vlaams Belang, des sondages prometteurs pour d'autres partis extrémistes. Et on n'a pas vu ces réactions. Alors, comment est-ce que vous l'expliqueriez? Parce que finalement, on se sent à l'abri dans notre système de coalition, ou parce qu'à un moment donné, on est plus passif, plus tolérant vis-à-vis de ça Je pense qu'il y a quand même des mobilisations en Flandre aussi, certainement de moindre ampleur, typiquement, que ce qu'on a vu, que ce qu'on a observé 150 000 en Allemagne. personnes devant le Bundesrat, 1,5 million sur l'ensemble du pays, c'est beaucoup. Là, on parle de la Flandre. Regardons ce qui se passe du côté francophone. C'est peut-être l'objectif d'en parler un peu plus tard également. Mais si l'extrême droite ne perce pas aujourd'hui, et sans prédire ce qu'il va se passer plus tard, un des facteurs de cette faiblesse, de cette marginalité dans laquelle est plongée l'extrême droite aujourd'hui en Belgique francophone et germanophone pour être complet, c'est la mobilisation de la société civile qui est extrêmement intense. C'est pas le seul facteur. Je pense qu'il y en a bien d'autres aussi qui ensemble permettent de l'expliquer, mais c'est cette mobilisation. Lorsque le nouveau parti d'extrême droite chez nous essaie de se développer, systématiquement, il y a les antifascistes qui sont présents, pas simplement pour agiter des pancartes et s'y opposer, aussi pour les empêcher physiquement de se réunir. Je crois que c'est un vrai facteur qui contribue aussi à expliquer cette difficulté. Donc la mobilisation, elle est aussi présente chez nous, plus, je crois, au sud du pays, effectivement. Émilie Van Oud, on parle de ces partis extrémistes, ultra-radicaux dans les cours de sciences politiques. Et est-ce que vous remarquez auprès de vos étudiantes, de vos étudiants, qu'il y a peut-être plus d'intérêt pour ces formations-là aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Non, il y a un intérêt constant pour ce type de formation politique. Donc on a certaines sont actives sur le campus de l'ULB, par ailleurs. Oui, tout à fait. Et on a tous les ans son lot de mémoires et de travaux de fin d'études sur ces partis. Clairement, ce sont des partis qui mobilisent aussi plus les étudiants et étudiantes que les partis dits traditionnels. Alors moi, j'ai quand même une question. Vlaams Belang
qui devrait, si les sondages se concrétisent, être le premier parti en Flandre, et donc plus grosse formation politique, pas gros groupe parce qu'ils n'ont pas de pendant francophone, mais plus grosse formation à la Chambre. PTB pourrait être premier à Bruxelles. Est-ce qu'il doit avoir la main après les élections dans l'esprit de nos institutions? Est-ce que le roi doit recevoir Tom van Grieken? Est-ce que Raoul Edebo doit prendre des initiatives pour former un gouvernement à Bruxelles, Monsieur Biard? Je pense que, si on parle en tout cas des consultations royales engagées au lendemain des élections, le roi a une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté, tout simplement parce que ce n'est pas inscrit dans la Constitution ou dans une loi spécifique, c'est la coutume. Et d'ailleurs, en 1991, le roi Baudouin avait refusé, c'était en 1991, le fameux dimanche noir, 12 sièges sur 212 remportés par le Vlaams-Blok. Le roi Baudouin avait refusé, malgré ce résultat très important enregistré par le Vlaams-Blok, de recevoir Mais des par représentants exemple, du Tom parti. van Grieken a déjà été reçu. Ça a été bref, c'était... Voilà. Pour la première fois en 2019. Ça n'avait plus été le cas depuis 1936 de recevoir au niveau du Palais Royal un représentant Donc de il n'y a pas l'extrême droite. d'obligation. Mais est-ce que politiquement, ça ne risque pas finalement de les renforcer dans cette image de victime du système? Jean-Vianney Philippe, Émilie Van Haute là-dessus. Oui, tout dépend de la décision qui Ils sera le prise. médiatiseront, ce sera médiatisé. Si Vlaams Belang mais oui, ça peut renforcer. En fait, on peut toujours tourner, ça c'est le rôle du spin doctor, de tourner un événement dans la bonne direction pour que ça renforce le discours. On le voit bien aux États-Unis, de toute façon, avec toutes les poursuites qui peuvent arriver pour Donald Trump. En fait, ça fait que renforcer son discours et renforcer sa position. Donc tout dépend un petit peu de comment on spin l'information ou le fait à son avantage. Un mot là-dessus, Émilie Van Haute? Oui, tout à fait. Tant le roi a tout à fait, comme le disait Benjamin, la liberté de pouvoir organiser ses consultations dans l'ordre qu'il le souhaitera. Après, il y a la communication autour de ça. Et je pense que l'ensemble des autres partis a aussi sa responsabilité sur la manière dont ces consultations vont être présentées. Alors on verra ce qu'il en sera, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Vous allez encore avoir la parole une fois, vous avez le temps d'un jingle et réfléchissez. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est ce qui vous, dans votre domaine de compétences, vous frappe à propos de ces partis extrêmes ou ultra-radicaux. Jingle. Émilie Van Haute, la politologue que vous êtes, qu'est-ce qui vous frappe à l'extrême gauche ou à l'extrême droite? Disons, cette capacité à se connecter aux citoyens de différentes manières et avec différents outils. Et c'est peut-être une injonction ou en tout cas une invitation à ce que l'ensemble des partis politiques retrouvent cette capacité à se connecter avec les citoyens. Il n'y a pas uniquement la relation avec l'État, il y a la relation aussi avec le citoyen. Benjamin Billard, qu'est-ce qui vous frappe, vous qui étudiez spécifiquement l'extrême droite? C'est l'accélération d'un mouvement, d'une certaine manière, où non seulement l'extrême droite améliore ses performances électorales, mais aussi est capable de se développer là où elle était presque marginale depuis des décennies parfois. L'Allemagne, l'Espagne et tout récemment le Portugal aussi, où entre 1974 et 2019, plus aucun parlementaire d'extrême droite n'avait siégé au Parlement. Je le souligne parce que la Belgique francophone et germanophone est caractérisée aussi par une forme d'immunité, entre guillemets, face à l'extrême droite, mais ça pourrait évoluer. Jean-Vianney Philippe, qu'est-ce qui vous frappe, vous, comme communicant? Ce qui me vient en tête, là, on n'a pas beaucoup parlé du PTB, c'est un exemple du PTB qui vient en tête, et j'appelle ça un petit peu, en communication politique, le comble des réseaux sociaux. D'avoir un parti d'extrême gauche qui attaque de manière virulente les multinationales, mais leur meilleur partenaire aujourd'hui en communication, c'est Meta, donc Instagram et Facebook, sur lesquels ils dépensent des centaines de milliers d'euros. Donc parfois, c'est important de lier la parole aux actes, et on voit que les extrêmes ne sont pas les spécialistes dans cette... Et alors, en 10 secondes, simplement, est-ce que le rapport à la vérité et aux faits, notamment sur les réseaux sociaux, est le même dans ces partis-là que dans les partis traditionnels? Moi, j'ai parfois une impression plus nuancée, on va dire. Oui, non, Jean-Vianney Philippe? Moi, juste un élément là-dessus qui est très, très important aujourd'hui, c'est avec la venue de l'intelligence artificielle générative. En fait, on va pouvoir amener beaucoup d'éléments qui paraissent vrais, mais qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un élément auquel il faut faire attention de mon point de vue par rapport à la vérité. Et Benjamin Billard, vraiment en 10 secondes. Ce sont des formations qui ont l'habitude de simplifier le discours, notamment pour provoquer des sentiments dans la société, et donc effectivement proposer une information sous un autre angle, voire une désinformation, ça fait partie aussi du répertoire d'action de ces formations. Merci à tous les trois d'être venus échanger sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine à un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.